Mesdames et messieurs, bonjour. L'Université du Troisième Âge étant connue pour sa ponctualité, il est 2h30 top chrono et nous allons démarrer. Je suis Christian Lalive d'Épinay. Je prends le relais de mon ami Jean Kellerhals quant à la responsabilité de la section des sciences sociales et c'est la première fois que j'aurai l'honneur donc de présenter aujourd'hui une conférencière. J'aimerais dire comme ça que j'apprécie la persistance de l'esprit étudiant à vous voir, en ce sens qu'il y a une préférence pour les rangs éloignés, n'est-ce pas? Et ce qui est assez typique d'ailleurs de... là-bas au fond, avec nos étudiants, généralement, les trois derniers rangs sont hyper remplis, n'est-ce pas? Et le devant un peu déserté. C'est l'esprit de jeunesse qui perdure chez nous. Bien que certains, comme moi, vous pouvez vous en rendre compte, doivent payer un jour ou l'autre le tribut au temps, à l'âge, et vous voyez que je sors d'une... C'est d'ailleurs ma première sortie dans le monde depuis une opération de prothèse de la hanche. Mais ça va bien, merci. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le professeur ou la professeure, selon qu'on est en France ou en Suisse, Mathilde Bourrier, qui est ma directrice. C'est la directrice depuis un an du département de sociologie de notre université. Elle est licenciée en histoire et docteur en sociologie. Et ses travaux portent dans des champs assez névralgiques, c'est le cas de le dire, comme vous le voyez dans le titre de l'exposé que nous avons aujourd'hui. Et elle achève aussi une étude en relation avec des collègues américains sur les organismes génétiquement modifiés. Donc vous voyez qu'on est dans des sujets l'analyse de sujets de pointe, des grandes révolutions technologiques discutables de notre société. Il y a 25 ans, un sociologue allemand, Ulrich Beck, publiait un livre qui s'appelait Die Risikogesellschaft. Exactement 25 ans, il est sorti en 87. Ce livre, pour moi, fait partie de ces livres qui marquent une évolution qui m'a fait progresser dans ma compréhension de la sociologie et aussi du monde, en ce sens qu'il montrait à quel point nous étions entrés dans un univers technique hautement spécialisé, mais qui implique une maîtrise du risque et cependant la présence du risque qui introduit déjà, on ne parlait pas de globalisation à l'époque, mais un certain aspect de la globalisation dans la mesure où un accident, comme celui de Tchernobyl, n'est pas qu'un accident local, c'est un accident qui prend une dimension planétaire. N'est-ce pas, ce qu'on découvre maintenant à peu près tous les jours. Donc, il y a mondialisation, si vous voulez, du risque. Madame Bourrier, aujourd'hui, va justement s'inscrire dans la liste des travaux qui portent sur les organisations à haut risque et nous en présente, comme c'est indiqué ici, un état des lieux. Alors je rappelle au professeur Bourrier que la tradition de l'Université du Troisième Âge, c'est à partir de maintenant 40 minutes, ensuite une pause où l'on récolte les questions et ensuite un temps de discussion sur la base des questions. Mais en tout cas, merci malgré, dans ce temps de remue-ménage intense à l'université, merci d'avoir consacré cet après-midi à l'Université du Troisième Âge. Merci Christian. Alors bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir pour moi de venir parler un peu des sujets qui m'occupent depuis quelques années et j'ai beaucoup de chance de pouvoir le présenter devant vous parce que, à la différence de mes étudiants habituels, vous avez de l'histoire et vous allez, si je vous parle de Tchernobyl, ça vous dit quelque chose. Il m'arrive parfois dans les auditoires, on me dit Tchernobyl, mais il s'est passé quoi exactement? Ou Bhopal, ou des choses comme ça. Donc je pense que je vais avoir peut-être plus de succès avec vous parce que je pense que vous avez la mémoire aussi de ces événements. Alors je vais remercier aussi Christian de m'avoir invité. Et puis, je ne sais pas si le titre est tout à fait... C'est pas vraiment un état des lieux exhaustif que j'ai envie de vous présenter, mais peut-être de donner quelques messages ou en tout cas quelques informations, peut-être tout bêtement avec ce mot tout simple, sur la manière dont ce champ de la sociologie, mais qui touche aussi à la psychologie sociale, à la science politique, à la gestion,
à l'économie. Donc on fait des emprunts à de nombreuses disciplines, à l'ergonomie aussi, donc aux interfaces homme-machine, a évolué. J'ai daté ça de Tchernobyl parce que c'est simple comme date à retenir. Et aussi, pourquoi est-ce qu'il y a des impasses actuellement et qu'on continue finalement à avoir des très très gros accidents avec des explications toujours un peu simplistes. La fameuse erreur humaine aurait-elle encore frappé? Et je vais juste donc un petit peu égrener certaines choses pour vous peut-être vous sensibiliser aussi à ce que les sciences sociales ont apporté depuis plus de 20 ans à la connaissance non seulement de ces organisations, mais des risques qu'elles nous font courir. Alors, je vais commencer par vous dire que ce champ des organisations du haut risque ou à haut risque fait partie d'un champ bien plus important qui est celui de la sociologie des organisations, avec une très vieille question qui est parfois un peu perdue de vue, mais c'est quel risque court-on au sein des organisations ? Finalement, le fait d'être entouré, d'être enserré, d'être pris malgré nous parfois dans les organisations n'est pas anodin et présente un certain nombre de problèmes. Donc ce champ des organisations du haut risque est rattaché à des questions plus générales de sociologie des organisations, je dirais classiques. Alors ça c'est mon premier point et vous verrez qu'on peut y répondre par certains éléments. Deuxième point, les organisations du haut risque sont-elles des organisations à part? Est-ce qu'on doit les traiter avec des théories? Est-ce qu'on doit les regarder de façon un peu spéciale? Est-ce que finalement elles sont un sous-échantillon de cette sociologie des organisations plus généralement? Et ma réponse est oui et non, et j'expliquerai pourquoi. Nous sommes dans une société d'organisation, je paraphrase ici le titre d'un célèbre article d'un sociologue. Je ne vous ai pas trop balancé des tas de références parce que si vous les vouliez, je vous les fournirais de façon tout à fait plus efficace en vous donnant une bibliographie si ça vous intéressait. Donc c'est Charles Perrault dont je parle. Pour assurer fin et objectifs collectifs, on a bâti des organisations pour devenir plus performants, plus innovants. On a rationalisé coûts, pratiques, savoir. Donc notre destin est entièrement lié à celui des organisations. On ne peut pas du tout y échapper. Ce qu'il appelle donc a Society of Organizations. On a un corrélat qui est que cette emprise et ce mal nécessaire engendre des mots connus, l'aliénation, c'est un vieux mot qui revient à la mode, la perte de créativité, la lutte des bureaux les uns contre les autres, les cercles vicieux bureaucratiques, la procéduralisation à l'extrême, on parle de certification aujourd'hui, bien sûr, ISO et autres, la bureaucratisation irrépressible, et j'utilise pas le mot bureaucratie forcément, mais bureaucratisation au sens par exemple de Goulner, et le lot de désenchantement que nous connaissons quotidiennement, d'être finalement bridés dans nos innovations, notre créativité, et d'être parfois seuls face à ces mammouths. Elles nous sont néanmoins utiles et tout à la fois elles nous menacent. À gauche, j'ai pris quelques exemples. L'école éduque nos enfants, l'hôpital nous soigne, le supermarché nous nourrit, la firme nous emploie, la banque gère notre argent. Puis en face, l'école éduque-t-elle vraiment nos enfants? L'hôpital nous soigne inégalement, nous le savons tous. Le supermarché nous conditionne, la firme nous rend parfois malades et la banque nous escroque aussi. Donc on voit bien qu'ici on a toutes sortes de problématiques vraiment que vous pouvez lire dans le journal, mais qui sont au cœur de nos travaux en sociologie des organisations. Les organisations du haut risque à part. Alors bien évidemment certaines, je vais parler des centrales nucléaires ici, des usines chimiques, du transport ferroviaire, aérien, maritime. Elles nous menacent moins directement dans notre quotidien, mais sans doute plus radicalement. J'ai choisi ici une photo qui a fait le tour du monde de Bhopal. On a donc parlé dans les années que vous appelez 70 de risques technologiques majeurs.
j'ai gardé la référence de Patrick Lagadec, car c'est lui qui a fondé ce terme. Et puis, juste avant, des Man-Made Disasters de Turner, Barry Turner, en 1978, qui déjà parlait d'erreurs latentes et de toutes les pathologies longuement accumulées au sein des bureaux, des cercles vicieux, de toutes ces pathologies organisationnelles classiques qui, au bout du compte, pouvaient créer des événements aussi implacables que Bhopal, que Tchernobyl, ou que, plus récemment, Deepwater Horizon, la plateforme pétrolière du golfe du Mexique. Alors, quand on parle des organisations du haut risque, on s'intéresse, j'ai mis Usual Suspects parce qu'on a énormément écrit sur ces 4, je dirais peut-être plus 3 d'ailleurs, accidents, mais j'ai choisi ceux-ci, j'aurais pu choisir tout à fait d'autres, j'aurais pu choisir Seveso en Italie en 76, j'aurais pu choisir Bâle, la contamination du Rhin, j'aurais pu choisir les boues toxiques de Hongrie du printemps ou de l'été, j'aurais pu choisir tout à fait d'autres cas. J'ai choisi des cas peut-être un peu plus anciens, à part celui de Toulouse, AZF en 2001. Je commence par celui-ci. À ce jour, finalement, l'explication de cet énorme cratère et de cette ville dont on a oublié, c'est 2001 pourtant, qu'un tiers a été endommagé. Toulouse, c'est pourtant pas une toute petite ville. À ce jour, la cause exacte et les circonstances dans lesquelles on puisse produire un tel mauvais placement de produits est toujours inconnu, malgré les procès. Et le procès a eu lieu en novembre 2009 et on a une relaxe générale. Bhopal, l'Inde, le 2 décembre 1984, vous vous en souvenez, on est toujours dans aujourd'hui des procès qui continuent, des indemnisations qui tardent à venir et toutes sortes de problèmes juridiques. Bhopal, c'est cette compagnie américaine qui fabriquait de l'isocyanate et qui n'en fabriquait plus sur le sol américain, mais qui continuait à faire fonctionner cette usine. Malencontreusement, le personnel n'a pas suivi certaines règles, dit-on, et tout a sauté, malgré ce que j'expliquerai plus tard, des alertes nombreuses, malgré toutes sortes de rapports. Donc ce n'est jamais quelque chose qui arrive dans un ciel clair. Il faut absolument se retirer cette idée de la tête que les grands accidents sont explicables uniquement par une erreur humaine qui viendrait survenir ce jour-là. Pas de chance. L'aéroport de Tenerife, c'est à ce jour toujours le plus grand accident concernant du transport aérien, et ça c'est sur à terre, donc un brouillard épais, des gens qui se comprennent mal, un détournement d'avion parce que des problèmes politiques dans l'aéroport de destination, et finalement cette petite île des Canaries va connaître 580 morts d'un coup, 577 je crois, et tout ça au démarrage d'un des avions qui va se donner, l'un des pilotes va se donner l'autorisation de décoller. Ah, pourquoi, comment, il y a toute une série de facteurs, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Et puis Tchernobyl, alors Tchernobyl c'est un exemple patent, un exemple emblématique pour nous tous dans ce champ. Je vais entrer plus en détail dans l'histoire de Tchernobyl parce que, au-delà de tout ce qu'on peut penser et de toutes les utilisations qui sont rapides, c'est le spectre du nucléaire, alors les antinucléaires se saisissant de Tchernobyl pour nous enjoindre à ne pas continuer à construire de centrales, ou les pro-nucléaires en disant mais Tchernobyl c'est une histoire technologique classique, il leur manquait la troisième enceinte. On a là en germe des explications beaucoup plus compliquées de ces accidents, et c'est pour ça que ça nous intéresse. Donc moi je ne vais pas prendre Tchernobyl pour alimenter des controverses nucléaires qui ne m'intéressent pas dans le cas d'espèce, mais juste pour vous montrer comment d'un accident finalement qui est assez bien connu du public, on arrive aujourd'hui à dire des choses un peu plus fines sur ce qui peut produire de telles énormes catastrophes.
Alors, puis on a des nouveaux suspects qui n'étaient pas dans notre horizon tellement. Ils étaient là, bien sûr, mais on a le scandale du sang contaminé, les hémophiles dans les années 90. On a l'hormone de croissance, on a la vache folle aussi dans les années 90. Et puis plus généralement, l'hôpital est sous grande attaque, vous le voyez tous les jours, pas plus tard qu'hier. L'hôpital, les erreurs médicales, la sécurité du patient, la sécurité sanitaire, c'est la cinquième cause de mortalité en Occident aujourd'hui. Bien sûr, quand on arrive à l'hôpital, c'est qu'on n'est pas très bien portant en général. Et quand je dis la cinquième cause de mortalité, ça veut dire que c'est la mortalité induite par l'hôpital lui-même, indépendamment de la maladie qu'on peut avoir. Donc c'est les maladies nosocomiales, donc c'est toutes ces choses que vous connaissez. Donc aujourd'hui, on arrive à cette situation. 2000 sort un rapport extraordinairement, virulent de l'Institut de médecine américain qui dit c'est plus possible d'avoir autant de mortalité induite par l'hôpital. Donc il faut faire quelque chose. Donc là, l'hôpital s'est mis à s'intéresser grandement aux efforts qui étaient faits dans l'industrie classique, je dirais, celle que j'ai présentée juste avant, en disant qu'est-ce qu'on peut apprendre, nous, finalement, de ces organisations du haut risque, mais qui sont aussi très fiables. Ça n'est pas vrai que les centrales nucléaires pètent tous les jours, ça n'est pas vrai que la chimie pète tous les jours, ça n'est pas vrai qu'on a des accidents de train quotidiens, ni d'avion, et on sait que c'est un moyen de transport très sûr. Donc l'hôpital, nouvelle organisation à haut risque. J'ai pris ce livre de Violaine Vanoyek, Homicide, même l'hôpital peut tuer, qui a fait beaucoup de... Voilà, juste pour donner une illustration. Donc on a des nouveaux venus, et notre champ, évidemment l'hôpital faisait partie de la sociologie des organisations, mais pas tellement du point de vue de sa sécurité. On l'étudiait comme étant un lieu, une grande partie, Christian sait ça très bien, une grande partie de la littérature de la sociologie, on dirait générale, s'est intéressée aux professions médicales, aux professions de médecins, c'est Frightson, c'est tous ces gens-là. Bon, l'hôpital nous intéresse à nouveau sur cette question d'erreur médicale en particulier. Alors, Tchernobyl, pourquoi je voulais commencer par Tchernobyl ? Je vais vous donner, il y a eu 2 explications confortables, ce que j'appelle confortables, qui ont circulé très rapidement après l'accident. Et la première, je pense que vous y êtes très exposés. Les réacteurs russes RBMK n'avaient pas la même technologie que les réacteurs occidentaux classiques, français ou allemands ou autres, ou suisses. Donc on a une technologie dangereuse par conception. Il s'agit juste de remédier à cela et puis on aura des centrales sûres. C'est cette fameuse 3e enceinte de confinement qui manquait aux réacteurs russes. Du coup, le toit a pu s'envoler à des kilomètres à la ronde. Puis on a une autre explication qui me pose beaucoup de problèmes parce qu'elle émane d'un sociologue que j'ai mentionné tout au début, Charles Perrow, et ce texte magnifique, A Society of Organizations, qui lui parle pour le cas de Tchernobyl. Il est un grand pionnier du champ, il a écrit un livre dont je vais parler un peu tout à l'heure qui s'appelle Normal Accidents, les accidents normaux, pour ce type d'organisation à haut risque. Et il dit, mais non, mais à Tchernobyl, les opérateurs étaient délinquants. Ils se sont comportés comme des vrais cow-boys. À un moment donné, ils ont fait sauter toutes les sécurités, ils ont enfreint les règles. Alors, on a vécu pendant des années avec ces 2 explications, et puis un petit peu quand même emprunté, parce que, bon, la technologie dangereuse par conception, alors, ok, du coup, on a interdit la conception de ces réacteurs, puis c'est assez rassurant. On se dit, il suffit de changer de technologie, puis ça va aller beaucoup mieux. Alors, les opérateurs délinquants, c'est quand même drôlement embêtant, parce que s'ils sont dans des centrales nucléaires, des avions, des trucs comme ça, et puis que les gars, de temps en temps, s'affranchissent des règles, d'un autre côté, quand on s'introspecte un tout petit peu, on se dit, mais oui, infraction des règles, au fond, c'est monnaie courante. Comme disait un sociologue que connaît peut-être Christian, la sociologie, c'est la science des règles contournées. D'accord ? Donc on se dit, mais délinquant quand même, là ça qualifie un tout petit peu plus le problème, et puis on est dans les questions de responsabilité, les questions de faute impardonnable en droit. Et puis on a une autre explication qui a commencé à poindre et qui a commencé à alimenter beaucoup de travaux
avec peine, je dois dire, qui est beaucoup plus inconfortable, c'est-à-dire ce qu'on appelle la dissonance cognitive peut tuer. Les gens de Tchernobyl se sont retrouvés avec des injonctions paradoxales, c'est-à-dire on leur a demandé de faire 2 choses en même temps, et ils y ont perdu leur latin. Alors qu'est-ce que c'est que ces 2 choses ? Personne dans la région de Tchernobyl, en Ukraine, ne voulait passer un fameux test de sûreté demandé par les autorités de sûreté. Personne, sauf les opérateurs de Tchernobyl, qui ont dit « mais nous on veut bien, nous on est forts, nous on est des experts, nous on sait bidouiller depuis tellement d'années ces centrales avec la planification soviétique où de temps en temps on n'a pas ce qu'il faut mais on bidouille quand même. Hein, on connaît déjà toutes sortes de choses sur le système soviétique. Et donc ils ont dit « nous d'accord, allez ». Puisque personne ne veut le faire. Pourquoi personne ne voulait le faire ? Parce que c'était une manœuvre dangereuse, où il fallait abaisser le réacteur à 10% de sa puissance, le rendant par là même instable. Mais ils se sont dit, on est capable, on est fort, nous. Donc il ne s'agit pas d'opérateurs délinquants, mal formés. Au contraire, il s'agit d'une équipe de gens très calés, très forts, qui du coup prennent sur eux, comme on le voit très souvent dans les organisations, de se dire, allez, on va arranger les affaires là, des autorités de sûreté. Donc, on leur dit de passer ce test, ils le passent, ils savent qu'ils chantent des sécurités parce qu'ils veulent aller vite. Pourquoi ils veulent aller vite ? Parce que dans le même temps, l'organe central de production de la région leur demande d'être en ligne à 6h du matin. Donc voilà, donc dans la nuit, ils vont devoir répondre à 2 ordres contradictoires, abaisser le réacteur de façon basse à 10% et le remonter très vite pour être en production le lendemain matin. C'est typiquement ce qu'on appelle une dissonance cognitive et ces gens vont se trouver, on va dire, pris dans une logique contradictoire et vont faire une catastrophe. Mais combien de fois on a de ces logiques contradictoires dans, par exemple, l'université, il n'y a pas mort d'homme, donc ça va très bien. Mais si on regarde un peu finement les gens dans ce genre de salle de commande, si on les met dans des situations comme ça, forcément que ça peut occasionner ce qu'on sait maintenant, une affaire comme Tchernobyl. Alors quand je dis émergence des facteurs organisationnels, pourquoi ? Parce que vous voyez bien que dans l'horizon là, qui se profile, on a les fameuses autorités de sûreté. Et du coup, on dit, cet accident, on ne peut pas seulement concentrer l'attention, la formation, la vindicte populaire sur ces opérateurs délinquants. Ils ne sont pas tout seuls à jouer dans le jeu. Il y a des autorités de sûreté aussi, et qui font partie du système et qui doivent être pris en compte dans les explications d'accidents. Ça, c'est une chose qui va intervenir, je dirais, dans les années 86. Donc on commence à écrire sur les autorités de sûreté et leur rôle dans les injonctions de sécurité qui sont données, je dirais, dans les années, fin des années 90, début 2000. Mais ils seront complètement absents de l'énorme remise en cause qui sera faite par les autorités nucléaires internationales à Vienne, avec la sortie d'un manifeste, on peut le dire comme ça, qui s'appelle Safety Culture, qui est un INSAC 4 qui est sur Internet de 1991-91. On ne parle absolument pas des autorités de sûreté. En revanche, alors là, on écrit à foison des choses sur quelles sont les caractéristiques des opérateurs qu'on veut recruter, comment doivent être en quelque sorte intéressés, comment on doit intéresser les managers à mettre la sécurité au premier rang des choses et pas seulement la production. Mais on oublie complètement, on passe à la trappe la petite partie que je vous ai racontée, à savoir cette partie de dissonance. Ça mettra des années à ressurgir. Voilà pourquoi l'explication est un petit peu plus compliquée. Alors j'avance un peu. Alors les révélations que provoque Tchernobyl, c'est une installation ne fonctionne pas en autarcie. Les autorités de sûreté font partie du système organisationnel et à ce titre des potentiels aussi responsables. La violation des procédures peut être directement suggérée par le système de management. C'est ce que Jim Reason, qui est un célèbre psychologue anglais, devenu émérite, a appelé les violations nécessaires dans un article sur Tchernobyl en 1987 dans le bulletin de psychologie britannique. Si ce mot
apparaît en 87, personne n'en fera rien avant 15 ans. Parce que c'est très embêtant quand on dit suggéré par le système de management. Soudainement, on n'a plus une série d'opérateurs fautifs, mais il faudrait remonter dans les couches et trouver des gens potentiellement aussi responsables, même si moins directement tout près des boutons. Ça, c'est embêtant. Mais quand je vous dis la violation des procédures peut être directement suggérée par le système de management, vous avez en germe tout ce qu'on n'arrive pas à faire ressortir, on fait un peu. Mais si vous pensez, je vais complètement sortir du champ, et vous allez sûrement m'en vouloir, à l'affaire Kerviel, qui lui écope tout seul d'une faute impardonnable. En même temps, il raconte très bien comment la fuite en avant de sa banque et comment on lui demandait, même implicitement, de faire tout ce chiffre. Donc ça, c'est des choses embêtantes. Hein. Et évidemment, on n'aime pas bien être confronté à ces choses-là. Et les autorités de sûreté en particulier, qui ont pour mission de surveiller les installations, n'ont pas trop aimé, évidemment, ce genre de théorie pour expliquer le phénomène. Alors, l'erreur humaine existe-t-elle? Ça, c'est la gare Montparnasse. J'ai envie de vous dire qu'elle n'existe pas, en fait. Donc, même si les journaux, les journalistes ont beaucoup de facilité à écrire des gros titres en disant « c'est une erreur humaine ». Alors en même temps, j'avais un vieux professeur qui me disait « mais qu'est-ce que ce serait une erreur qui ne serait pas humaine ?» Donc effectivement, de toute façon, on est un peu dans une quadrature. Alors, qu'est-ce qu'on a comme théorie maintenant et qu'est-ce que vous pouvez utiliser, vous, de façon très pratique? On a, alors je reviens sur Perrault, il nous dit, écoutez, pour beaucoup de ces accidents, en fait, ce qui se passe, c'est que le système est tellement opaque pour l'opérateur qu'il y a une forme d'obscurcissement qui fait qu'on ne sait plus très bien où on est. C'est ce qu'il appelle l'accident normal. Le système ne procure pas assez de redondance, de voies alternatives, il est trop tightly coupled, comme il dit, donc trop serré. Les substitutions sont tellement limitées en personnel, en matériel, en alternatives technologiques, que ça grippe complètement l'organisation. Alors il parle de centrales nucléaires pour le cas présent, ou de tas d'autres exemples, qui fait que l'accident normal est finalement quelque chose qui est tapi dans l'ombre et qui risque d'arriver à n'importe quel moment. Donc il propose une vision très pessimiste de la production de l'accident en nous disant elle est inévitable et d'ailleurs, nous dit-il, ces technologies du haut risque sont dans leur enfance, attendons qu'elles soient dans leur adolescence et là on aura beaucoup plus de problèmes et on verra que ce problème systémique en quelque sorte, cette complexité systémique donnera lieu à plus d'accidents. Ça, c'est la vision de Perrault. Je ne détaille pas, il y a beaucoup de corrélats. Si ça vous intéresse, le livre est de 81. Ah, je me suis trompée, justement. Oh, ça c'est intéressant. Le livre est de 84, donc avant Tchernobyl, et puis il a été réédité en 99 avec une nouvelle préface très intéressante. Donc, première théorie finalement, mais non, on est là face à des organisations qui sont devenues tellement complexes, avec des interactions en leur sein qui sont parfois complètement mystérieuses pour les opérateurs et les managers, qu'on doit juste attendre tranquillement et puis on va en voir surgir. Il nous dit aussi qu'il y a quelques moyens de lutter, mais qui sont très minimes. Notamment, il faut beaucoup plus desserrer, décentraliser. Alors, quand il dit ça, il veut dire, par exemple, pour le stockage de produits toxiques, il faut absolument des stockages intermédiaires. Il ne faut pas qu'il y ait trop de produits à un seul endroit. Dès qu'on peut avoir des morceaux d'installation qui sont en automatique ou en tout cas qui sont autonomes les uns des autres, on réduit la possibilité d'un effet domino. Bon, il a quantité d'idées. Hein. Ce qui est très intéressant, pourquoi j'aime quand même bien parler de lui, c'est que c'est un vrai sociologue qui s'intéresse à des choses où jusqu'à présent les ingénieurs avaient pignon sur rue et où les sociologues n'étaient pas naturellement invités à discuter de design des organisations du haut risque. Jamais on aurait pensé à ce qu'un sociologue s'intéresse dans le détail à la manière dont fonctionne ce genre d'installation. Donc c'est le premier qui a vraiment, en quelque sorte, ouvert le champ. Alors ça, c'est pour la première théorie, qui marche assez bien, pour tout vous dire. Hein.
C'est-à-dire, oui, quand on est confronté à des installations du haut risque, on est un peu submergé par cette complexité. On se dit, ben dis donc, c'est sûr qu'il y a des trucs qui doivent se passer. Peut-être que les opérateurs ne sont pas tout à fait au courant de la conjonction des forces, là. Je vous ai parlé de Reason tout à l'heure. Alors, je ne résiste pas parce que ça fait partie des... C'est une des tartes à la crème du champ dans lequel j'opère. Et il a un modèle qui s'appelle le Swiss Cheese Model. Il ne sait pas qu'il n'y a pas de trou dans le gruyère suisse, mais il est anglais, donc on peut lui pardonner. Et lui, j'ai repris ça de lui, il nous dit, écoutez, il y a très peu de possibilités pour un accident. L'accident se produit dans des conditions très particulières, il faut qu'il y ait une trajectoire d'accident. Et il a eu un énorme succès parce qu'il a pu montrer qu'il y a des barrières dans le système, des barrières technologiques. Ça, voilà, s'il y a un peu de feu ici, d'un seul coup, on va être aspergé d'eau probablement. Donc il y a des choses qui se déclenchent automatiquement. Il y a des barrières procédurales. Donc si par exemple dans une centrale nucléaire je me rends dans un certain endroit qu'on appelle classé rouge, je me dois d'avoir une clé particulière pour entrer, d'être avec une deuxième personne qui aura signé, et le manager de la centrale aura dû voir que j'ai fait cette entrée. Donc il y a toutes sortes de sécurités qui sont des sécurités humaines classiques de procédure. Il y a d'autres types de barrières, notamment la formation des individus est une barrière. Donc il y a des choses par entraînement, on sait qu'on ne doit pas faire. Enfin, il nous montre qu'il y a toute une... Donc pour qu'un accident se produise, il faut en plafonner tout ça. Et il faut trouver le passage entre les trous du gruyère qui amène à cette opportunité d'accident, comme il nous dit. Alors ça, c'est très redoutable, parce que ça donne aux gens qui sont dans ces systèmes que je fréquente moi depuis longtemps, une espèce de vision de leur système, et donc ils se mettent à faire des Swiss cheese models, et puis mettre des plaques en service. Ils essayent de penser leur système sous forme de défense en profondeur, ce qu'on appelle. Il nous dit aussi qu'en fait, contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas un seul type d'erreur. C'est un très très grand connaisseur des erreurs et des lapsus. Jim Reason, il vient de la psychologie. Et il a catégorisé les erreurs, ce qui est extrêmement utile. Parce que selon le type d'erreur que vos opérateurs ou vos collaborateurs font, vous ne luttez pas du tout de la même manière. Et puis, les erreurs elles-mêmes ne produisent pas du tout les mêmes effets. Certaines sont sans conséquence et on le sait. Elles sont rattrapées très facilement, celles qui sont ce qu'on appelle de routine. Vous êtes assis à votre volant, vous passez la marche arrière alors que vous voulez passer la marche avant. Soudainement, vous tapez un petit coup derrière, vous allez rattraper le truc tout de suite. C'est juste que vous étiez un peu dans la lune, et ça nous arrive à tous, y compris aux opérateurs. Donc ces opérateurs savent que quand ils font une erreur de routine, d'abord le collègue va dire « mais non, c'est pas ce bouton, t'es fou, c'est l'autre ». Donc il y a tout un ensemble de rattrapages possibles. Les erreurs basées sur les règles et les connaissances sont beaucoup plus difficiles. C'est des choses que vous avez assez enfouies. C'est par exemple des règles de grammaire ou des règles mathématiques, je pense, des règles de 3, soudainement, il se rappelle peu. Je dis règles de 3 pour que vous sachiez un peu quel type de règles. Donc des règles qu'on apprend assez de façon ancienne et qui sont un peu archaïques à un moment donné. Là, si on fait des erreurs là-dessus, on peut rattraper, mais on va s'en rendre compte beaucoup plus difficilement, et c'est très souvent le collectif qui va aider en disant « mais non ». Typiquement, des erreurs classiques à l'hôpital, c'est les erreurs de dilution des médicaments. Vous pouvez les mettre dans cette catégorie, erreurs basées sur les règles. Vous avez des erreurs basées qui sont beaucoup plus compliquées et qui sont celles qui nous intéressent. Nous aussi, sociologues, c'est les erreurs basées sur les représentations ou sur le diagnostic. Alors ça, ce sont les erreurs des experts, typiquement, les erreurs des chirurgiens, les erreurs de certains collectifs placés face à des situations très compliquées où on ne sort pas une procédure facilement, on a besoin d'éléments qui font travailler les parties du cerveau qu'on ne veut pas trop faire travailler. On a besoin de s'asseoir et de trouver une solution, et là on fait des erreurs. Donc c'est un mauvais diagnostic en fait. Là on va vers des choses. Alors là on peut mettre des heures à se rendre compte qu'on est mal parti. On peut tuer des gens, on peut ne pas avoir de ressources dans l'équipe parce qu'on se met tous dans une idée de diagnostic, on part tous sur eux et on élimine progressivement les voix discordantes, et on connaît tous ces jeux de fonctionnement de groupe où progressivement quelqu'un va avoir une sorte d'ascendant et on va tous aller dans une mauvaise direction.
Alors ça, c'est celles qui nous intéressent beaucoup et qui sont très reliées à des questions non seulement de psychologie sociale, mais aussi de sociologie d'acteurs et de rapports de pouvoir. J'ai dit, toutes ne sont pas aussi fatales. La plus grande partie des erreurs qui sont commises dans tous ces endroits, c'est des erreurs de routine, je vous rassure, et des erreurs basées sur les règles. Alors là, on remet les gens en formation, on les remet sur simulateur, tout ça, ça va très bien. Les erreurs basées sur les diagnostics qui sont faux, ben oui, du coup, ça donne... c'est typiquement ce que je vais vous raconter plus tard. Voilà. Alors, on a un autre concept qui nous aide énormément aujourd'hui, qui est assez récent, hein, c'est 96, c'est le livre très important pour notre champ de Diane Vaughan, qui est une sociologue qui est maintenant à Columbia, à l'université de Columbia, qui était avant à Boston College, et qui a écrit un livre très important sur la catastrophe de Challenger, 86, et qui va s'opposer à la thèse officielle qu'on connaît tous, parce que peut-être vous avez suivi à l'époque, je ne sais pas, il n'y avait peut-être pas le câble, mais en tout cas la commission d'enquête qui avait été montée par Reagan, dirigée par Rogers, avait été filmée. Pour la première fois, une commission d'enquête d'un accident a été retransmise à la télévision. Et Vaughan va s'intéresser à ce cas. Elle est bien au courant de la thèse officielle, qui est, en anglais, on appelle ça management wrongdoing, donc une erreur de management, qui va coûter la vie aux astronautes. Et puis, elle va se replonger dans les archives pendant 10 ans, et elle va montrer quelque chose qui n'est pas tout à fait incompatible, pour tout dire, mais elle ne va pas parler d'erreur de management, elle va parler de lente dérive des acteurs vers un ensemble de choix dangereux, à chaque fois justifiés par de nouvelles règles. Donc ce n'est pas comme s'ils s'affranchissaient complètement de leurs règles, c'est que comme elles ne marchaient pas, ils en écrivaient des nouvelles. Bon, alors du coup, on n'est plus dans des cas de délinquance, de management wrongdoing, on est dans des cas de ce qu'elle appelle la normalisation de la déviance. Et là, ça nous intéresse énormément en sociologie, parce qu'on se dit, mais jusqu'où ça peut aller, donc ça veut dire que comment un groupe d'acteurs se retrouve finalement coincé, ou en tout cas perd le sens, et progressivement décide d'accorder plus de tolérance sur tel organe, de dire oui, ben là, c'est pas grave, la navette revient avec les joints brûlés à chaque fois, c'est pas grave, il n'est pas complètement brûlé le deuxième, donc il fait un petit peu redondance quand même. Les tuiles sont toujours manquantes, c'est pas grave, elles reviennent toujours, les navettes. Il manque des petits bouts par-ci par-là quand on la lance à chaque fois. Ben oui, mais c'est la vie. Voilà. Donc progressivement, il va y avoir une espèce d'accoutumance à des choses qui n'auraient pas dû être acceptées, sauf qu'avec le recul, tous ces gens œuvraient pas du tout de façon irrationnelle. Qu'est-ce qui était leur problème ? Lancer cette navette, la garder dans les programmes, conserver l'argent du Congrès et surtout ne pas se faire distancer par les Russes. Alors, je mis bis repetita, l'accident de la Columbia en 2003. Ah, là, on est embêté aussi parce que 17 ans d'écart, les mêmes phénomènes se reproduisent. Alors, Diane Vaughan fait partie de la commission d'enquête. Elle est ignorée pendant 10 ans. Son livre ne fera jamais aucune... Elle aura quand même le prix Pulitzer, mais elle va très bien raconter que quand elle sort son premier livre, la NASA dit « Bon, bah, très bien, ne l'invite pas à une conférence. » En revanche, quand la Columbia explose au-dessus du Texas, elle devient une vedette en un clin d'œil, et elle est un peu débordée, elle va le dire très bien, en disant, mais d'un seul coup, j'étais sous les déluges de journalistes qui me disaient, mais comment ça se fait que vous avez écrit ça il y a longtemps, etc. Donc la Columbia, on a le même mécanisme, c'est pour ça que la normalisation de la déviance va avoir beaucoup d'impact, c'est qu'on est face aux mêmes mécanismes sociaux. Alors, finalement, on a quoi comme question ? Je surveille mon temps quand même. Finalement, quel coût induit ? Quand je dis coût, c'est pas juste financier, quel coût humain, psychologique, quel coût sociaux, mais aussi évidemment économique, par tel ou tel régime de fonctionnement. C'est-à-dire, finalement, si vous continuez à pressurer les gens avec des problèmes budgétaires sans changer le planning, finalement, à terme, les gens s'adaptent, mais ils s'adaptent jusqu'à quel point ? Quels moyens d'analyse pour anticiper d'éventuels basculements de régime ?
C'est-à-dire, à un moment donné, on passe à ce qu'on appelle risque de type 1, risque de type 2. Risque de type 1, je fais tout pour éviter l'accident. Risque de type 2, je fais tout pour éviter le gâchis de ressources. Alors, comment est-ce qu'on anticipe ça et comment est-ce qu'on peut le voir arriver? Quelle est la contribution de l'organisation à la fiabilité et à la défaillance? Là, je vous ai parlé beaucoup d'individus aussi qui luttent et qui, en quelque sorte, sont... Je ne vous ai pas parlé des vrais héros de la Challenger et de la Columbia, mais il y a dans les deux cas deux lanceurs d'alerte très très connus, l'ingénieur Boisjoli, l'ingénieur Rocha. Dans les deux cas, on a une histoire incroyable de gens qui alertent. Et puis des organisations comme les autres ou des organisations extraordinaires. Alors, d'abord, je voulais vous dire quelque chose un peu peut-être plus ingrat, mais finalement, quand on se penche sur ces organisations, si je devais faire un portrait, pas à la chinoise, mais un portrait, à quoi elles ressemblent? Alors, je voulais donner, comme je les ai beaucoup étudiées, je voulais vous donner quelques petites infos. Quels sont leurs rapports à la société? Quel genre de technologie, finalement, si on devait... On sait, le cœur, la radioactivité, tout ça, on se dit des choses, mais au fond, si je devais dire en deux mots, quel personnel, quel type de gens y travaillent? Quel type d'organisation du travail on trouve aussi? Quel credo de sécurité et quels risques associés? Alors, je vous ai trouvé une belle photo de Pépé avec des femmes devant San Onofre. Alors, c'est une centrale que je ne connais pas, mais comme vous voyez, elle est au bord de la plage. Bon. Alors, quel rapport à la société? C'est des univers, je vais enfoncer les portes ouvertes, très controversés. Il n'y a qu'à lire la récente presse suisse sur Mühlenberg ou les 3 projets de centrales en Suisse. Alors, très controversé, la chimie, le nucléaire d'abord, l'aviation et l'hôpital assez peu. Évidemment, on prend l'avion, on va à l'hôpital. Donc, mais on commence à voir poindre des associations de malades, des grosses revendications autour de l'hôpital. Beaucoup moins pour l'aviation. On est passé de bataille sur les choix de sites, et d'ailleurs je devrais me dire que j'ai un petit peu tort là, dans les années 70, à des polémiques sur l'organisation du travail, notamment l'utilisation massive de la sous-traitance dans ces univers à risque. Ça démarre cette controverse dans les années 90, mais quand je vois les projets de sites et les projets d'extension de centrales ou renouvellement de centrales, on est encore aussi dans des batailles de sites, notamment pour l'enfouissement des déchets, par exemple. Ce sont des univers clos, c'est sûr, qui managent, donc qui ont appris à manager leurs relations avec les parties prenantes, riverains, associations, presse, élus. Les bêtises des années 70 ne se revoient plus guère et qui sont ouverts aux autorités de sûreté beaucoup plus qu'ils l'étaient par le passé. Donc, des rapports tendus comme il y avait par le passé entre les autorités de sûreté et ces installations se sont tassés. On essaye quand même de se parler entre gens civilisés. On essaye. Ce sont des univers, je l'ai dit, très fortement réglementés, probablement parmi les plus réglementés au monde, par des autorités de sûreté où vous ne pouvez pas démarrer, vous ne pouvez pas vous arrêter, vous ne pouvez pas modifier un petit morceau de votre installation sans demander l'avis d'autorités de sûreté. Alors, le nucléaire, avant tout, l'aviation, encore plus presque, la chimie, un petit peu moins, et on commence à y venir, plus que l'hôpital. L'hôpital encore peu réglementé. En Europe, plus qu'aux États-Unis. Alors, j'ai mis aux États-Unis plus que partout ailleurs pour le nucléaire. Alors je garde cette petite question, je n'aurai pas le temps de la développer, mais notre problème principal, ça devient qui contrôle les contrôleurs. C'est-à-dire, on est laissé dans un vide un peu sidéral, c'est-à-dire qu'il y a certains gros incidents, notamment David Bessé aux États-Unis, d'une centrale où on a bien vu qu'en fait les contrôleurs n'ont rien vu, les autorités de sûreté n'ont pas vu. Pareil pour AZF, il y a une grosse carence. Donc qui contrôle les contrôleurs? C'est pas qu'on veut rajouter une couche, bien sûr, mais... Quelle technologie? Alors, c'est des univers qui sont contraints par leur technologie, beaucoup plus que d'autres, avec un faible taux d'innovation, la chimie plus que le nucléaire, l'aviation plus que le nucléaire, c'est-à-dire que le nucléaire innove assez peu, même si on nous parle de la fusion ou de la 3e génération ou de la 6e génération des réacteurs, peut-être on sera tous morts. Donc pour l'instant, EPR, par exemple, qui est le réacteur d'Areva, à part un énorme cendrier au thorium en dessous, n'a pas de la sécurité passive, mais n'a pas une tête très différente des réacteurs qu'on connaît actuellement. Alors, le truc qui m'intéresse plus, c'est de la high-tech mélangée à de la low-tech,
à la fois. Donc c'est des univers qui sont très industriels comme des cas classiques. J'ai mis cette photo pour... oui, c'est assez classique. Mais en même temps, vous avez qui voisinent, donc des gens qui sont habillés en blanc, ultra... très très formés, des connaissances très pointues, avec des fonctionnements de mécaniciens et de chaudronniers comme l'industrie en a connu il y a très longtemps. Voilà. Donc il y a cette espèce de proximité, je vais le dire comme ça, de proximité de profession, de proximité d'activité, et en même temps de grande hétérogénéité. Et pareil pour l'hôpital. Alors, je vous ai parlé des personnels, alors ils sont tous très spécialisés, ça a des implications, formés très longuement, titulaires d'habilitation par exemple pour la France, mais de licence à caractère légal, avec la responsabilité personnelle engagée pour les États-Unis. Ils sont membres de professions à haut statut, si on parle des médecins, et ils sont très peu substituables. Ça, c'est une énorme limite de ces organisations. Et puis on est passé, si je les regarde avec 20 ans de recul maintenant, d'une génération de pionniers socialisés complètement avec la technique des lieux et ses surprises, à une génération de nouveaux venus qui sont aussi formés, je ne suis pas en train de dire que les jeunes ne sont pas formés, avec une connaissance plus théorique et à distance des installations. Et puis quand je dis on cherche des anti-héros, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'énorme contradiction. À mesure qu'on automatise de plus en plus une grande partie de ces installations, on garde l'humain pour des tâches de rattrapage, là où il a beaucoup de chances de se planter parce qu'il a peu eu l'occasion de rattraper des choses, puisque la plupart du temps ça marche bien. Donc on lui demande des choses énormes, héroïques, et dans le même temps, on ne veut surtout pas des têtes brûlées, surtout pas cette génération de pionniers qui allait un petit peu rapidement éteindre des feux, ou en tout cas... moi, j'ai vu dans les années 90 des gens crâne rasé arriver le matin parce qu'ils avaient fermé une fuite et il y avait beaucoup d'eau radioactive, mais ils n'avaient pas mis de casque, ni de bonnet, ni rien. Et ça faisait partie un petit peu de la culture du lieu que de dire, eux, c'est des vrais. Ils sont allés réparer cette vanne fuitarde. Et oui, ils ont perdu leurs cheveux parce qu'il a fallu les raser parce qu'ils étaient contaminés. Mais au fond, c'est vachement bien. Donc on est dans cette contradiction. Quel genre de personnel on veut finalement? Est-ce qu'on veut des gens qui vont au front en quelque sorte et vraiment faire ce qu'il faut dans des conditions pas toujours très très orthodoxes, ou au contraire des gens très procéduriers? Alors l'industrie dit nous voulons des gens procéduriers, nous ne voulons pas de héros. Quelle organisation du travail? C'est un travail ultra procédurier, c'est des univers ultra procéduriers. Le nucléaire et l'aviation bien plus que la chimie, et la chimie bien plus que l'hôpital. Mais l'hôpital y vient, on planifie, on contrôle toutes les activités dès lors qu'elles sont identifiées. Il reste évidemment tout le lot des activités dont on n'a pas vraiment écrit les choses. Et puis on recherche une routine de fonctionnement par la procéduralisation totale pour éviter surprise déconvenue. Alors le nucléaire et l'aviation d'abord, la chimie, bientôt l'hôpital. Apparemment ils ont très envie d'emprunter cette voie. Mais je vais tout de suite vous rassurer, un peu plus tard, je vais peut-être laisser... Tu me dis, Christian, combien il me reste? S'il me reste 2 minutes, je fais vite, mais j'ai encore 5 minutes? Ouais. 5 minutes, okay. Merci. Poids considérable des services de sécurité, au cœur du développement des industries de leur origine, je veux dire, au cœur du développement historique, pour l'aviation et le nucléaire, et beaucoup plus récemment pour la chimie. Poids considérable des inspections internes, et puis quand même un point tout à fait particulier, depuis la fin des années 80, sous-traitance de la maintenance partout, des infrastructures, pas de la conduite. Il y a très peu de sous-traitance de la conduite des installations, mais la sous-traitance de la maintenance est monnaie courante, avec tout le lot de difficultés que ça représente. Et puis ce sont des univers, il ne faut pas oublier, syndicalisés, en Europe, je dirais peut-être pas en Suisse, je ne sais pas trop, mais je crois en Europe, je peux le dire, et aux États-Unis dans une moindre mesure, mais quand même, aux États-Unis aussi, qui pourtant, en perte de vitesse sur certains pans de ces syndicats. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme credo en matière de sécurité, ces univers? Une technologie surétudiée, ça y est, maintenant ils commencent à la connaître bien quand même, conçue avec des marges de sécurité, modifiée sans cesse s'il le faut, ce qu'on appelle la built-in safety. Des automatismes de déconnexion sont en place dans beaucoup d'endroits, une bureaucratisation poussée à l'extrême de la sécurité, ce que certains experts aujourd'hui
Et je prépare un livre avec d'autres sur ça, qui s'appelle la Paper Safety. Alors c'est bien, on aura toutes les croix partout, mais est-ce que ça veut vraiment dire que les choses auront été faites dans les règles de l'art, qui sont tout à fait autre chose que les règles purement bureaucratiques? Formation poussée des opérateurs avec des scénarios accidents, des simulateurs. Retour d'expérience qu'on appelle partout, technique, humain, organisationnel, au point même qu'ils sont étouffés de bases de données. Et donc, il faudrait des armées de gens pour étudier tous les incidents, mais pour l'instant, ils rentrent tout dans des ordinateurs. Après, pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup sortir de choses. Il y a des tendances qui sont suivies, mais il y a énormément d'efforts qui est mis à récupérer des incidents, mais peu d'efforts pour les analyser. Mais pourtant, je voulais en venir là, des surprises persistent. La performance n'est pas forcément atteinte par le strict suivi des procédures. Le suivi absolu des procédures est très difficile, ce qui place les acteurs soit dans l'illégalité, soit dans l'hypocrisie. Et un fonctionnement en marche dégradée très rare, mais un fonctionnement en conditions normales très rare aussi. Donc on est face à toutes sortes de dilemmes. On, moi non, eux. Le plateau de la sécurité est atteint maintenant depuis les années 90. Ça fait 20 ans qu'il n'y a pas de progression pour l'aviation, pour le nucléaire, pour le transport ferroviaire. Donc les progrès qui restent à faire sont très difficiles maintenant. Tout ce qui a pu être grappillé a été fait. Les installations, je vous l'ai dit, sont plus sûres, elles ont des automatismes, les opérateurs sont mieux formés, la technologie est mieux connue, le retour d'expérience existe. Donc on fait mieux les choses. Mais depuis 90, le plateau est atteint. Et pourtant, les accidents classiques, les explosions, les incendies, les feux, ne diminuent pas. Pas du tout même. C'est le texte de Coleman qui a fait beaucoup parler de lui, en disant, mais finalement, à quoi sert toute cette gestion du risque si les vieux accidents qu'on connaissait par le passé ne diminuent pas? Et puis on a toujours 60 à 70% dans les camemberts qu'on nous présente des accidents sont imputés à l'humain, à l'erreur humaine, et maintenant un petit peu parfois on dit à l'organisation. Les analyses d'accidents révèlent des corrélations complexes, voire incompréhensibles. C'est AZF. Et puis on continue à avoir des connaissances très biaisées. Les enquêtes accidents constituent la plus grande partie de la connaissance produite sur ces organisations, au détriment des connaissances en fonctionnement normal, qui sont ces enquêtes très variables dans leur degré d'ouverture aux experts hors du monde de l'industrie. Je pense à AZF, n'a pas fait une grande enquête comme ont fait les Américains, par exemple pour la Columbia, pour Tchernobyl, pour Challenger. Donc on a encore des cultures de secrets dans certains pays, pour tout dire. Et puis on n'a pas de connaissances sur tout ce qui nous embête beaucoup, sur ce qui se passe bien, sur ce qui est rattrapé, sur ce qui est réussi in extremis. Très peu. Donc finalement, la facette du système qui va bien, qui se rattrape, on l'a très peu. On a beaucoup de choses sur le dysfonctionnement, et c'est bien, je veux dire, c'est très bien qu'on connaisse des choses sur le dysfonctionnement et qu'on ait un enrichissement des connaissances, pas seulement le petit monsieur ou la petite dame qui a mal appuyé et qui s'est trompé, ça c'est trop facile, mais en même temps, tout ce que l'individu dans les collectifs rattrape à longueur de journée est relativement perdu dans la structure. Alors, du coup, je voulais conclure sur 5 vulnérabilités ordinaires. On a des personnels peu substituables très spécialisés qui, naturellement, engendrent des logiques de cloisonnement et de secret structurel. Les gens se parlent peu à travers leurs connaissances si précises. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit déplorer, on ne peut pas changer ça. Mais on doit faire avec, donc construisons, ça va être mes credos, des organisations qui sont capables de faire peut-être la part à ces logiques de spécialité et ne pas sans cesse, comme je le vois dans beaucoup de collèges de direction de centrale, dire il faut que les gens cessent d'être dans des baronnies. Les baronnies existent parce que la connaissance est très pointue. La prescription des tâches est ultra détaillée, on a une procéduralisation à l'extrême. Oui, mais on ne peut pas tout prescrire. Et quelle marge d'autonomie on laisse aux gens, finalement, dans le système? Quelle prise en compte en amont de la gestion de l'imprévu? Est-ce qu'on laisse ça à la discrétion de l'acteur tout seul, ou est-ce qu'on se dit, bon, ok, on procéduralise, mais on sait qu'on ne pourra pas tout procéduraliser, donc laissons des espaces où on peut en parler. Je l'ai vu que dans un seul endroit,
cette réflexion. Place grandissante de la sous-traitance, alors quelle organisation du travail associé, quels retours, quels échanges, quels forums, à part du dossier papier RAS, qui est celui classique du sous-traitant qui quitte le chantier, quel partage d'informations, quel partage des risques. Les doses radiologiques en France sont à 88% prises par le personnel sous-traitant et pas par le personnel EDF. Vulnérabilité 4, un contrôle des activités omniprésent. Mais quelle organisation du contrôle? Qu'est-ce que ça veut dire contrôler? Cette fameuse paper safety. Et comment éviter un contrôle qui déresponsabilise? Puisque je vais être contrôlée, alors je peux laisser un petit peu mon chantier comme il est. Je serai de toute façon, il y aura toujours forcément quelqu'un qui passera derrière moi. Et puis des installations réglementées, mais quel type de relation entre régulateur et régulé? Évidemment, je ne résiste pas à cette photo de Wall Street. On a bien vu combien la réglementation des banques et le bail-out des banques américaines étaient bien reliés à des relations de grande cooptation entre régulateurs et régulés, et quel poids des exigences, c'est-à-dire qu'est-ce qui pèse au fond vraiment sur les régulés. Alors, je voulais juste vous dire que dans toutes les organisations que j'ai observées, il y a des énormes variations de réponses à toutes ces questions qui sont celles actuelles. Les écarts aux procédures sont fréquents ou rares ou tolérés. C'est très variable. Le traitement fait aux procédures, écrites et modifiables, par qui? Très variable aussi. Selon quelle modalité? Très variable aussi. Parfois, j'ai vu du contrôle entièrement sous-traité ou complètement intégré. Alors, on a deux histoires là. Entièrement sous-traité, au moins comme ça, personne ne pourra venir être trop proche des équipes. Donc, ce sont des gens de l'extérieur, donc ils peuvent tout leur faire. Ou complètement intégré, mais ce sont mes copains que je contrôle. Je sais exactement leur petite manie, je sais ce qu'ils cachent, donc je vais être encore plus efficace que quelqu'un de l'extérieur. Quel traitement fait à l'imprévu? C'est parfois un impensé total dans certaines organisations ou une obsession. Quelle valorisation de l'expertise de terrain? C'est tacite parfois. Oui, on sait qu'on a des experts. Revendiquer, gérer, ça dépend complètement. Les autorités de sûreté, j'en ai vu des omniprésentes aux États-Unis à très discrètes au début des années 90 en France. Et les sous-traitants, j'en ai vu des très très intégrés au point même d'être des vrais personnels de remplacement, complètement intégrés, ce qui est illégal, à complètement autonomes et avec extrêmement peu de relations avec leurs commanditaires. On a 3 choix. Voilà, c'est ma dernière dia. Est-ce qu'on accroît encore l'automatisation et nous montrons dans des drones, qui est ici celui que j'ai choisi? Est-ce qu'on va délocaliser là où les autorités de sûreté sont moins intrusives? Ou bien est-ce qu'on investit, ce que je crois profondément, dans la connaissance des organisations pour essayer au quotidien de gérer ces dilemmes que j'ai tenté de vous présenter? Merci beaucoup. Bien, je crois que maintenant donc l'usage est une distribution de papier pour que vous puissiez écrire vos questions. Ou bien vous avez vos papiers, vous écrivez vos questions. Si certains veulent se dégourdir les jambes ou aller visiter les locaux, c'est l'occasion de le faire et nous reprenons dans 10 minutes. Là, tu vas me déplacer un petit peu beaucoup pour le reculer ici. On va commencer à...
Vous m'entendez? Ah ben voilà, c'est bon. Ça marche? Ouais. Bon, attends, alors je vais... Bien, alors nous allons reprendre avec les questions. J'aimerais vous signaler juste une chose à laquelle j'aurais dû vous rendre attentif. Vous avez peut-être observé que Madame Bourrier n'est pas c'est bien sûr un chercheur qui lit la littérature, mais Madame Bourrier, en fait, comme sociologue, a une démarche d'ethnologue. Elle a passé pas mal de temps dans un ensemble de ces institutions, hôpitaux, centrales nucléaires, etc., pour regarder comment ça se passe. Regarder dans quelle mesure, après avoir lu les procédures, par exemple, comment les procédures sont appliquées dans ces différentes institutions. En fait, elle a traité ces unités, ces grandes unités organisationnelles, un peu comme un anthropologue va étudier, je ne sais pas, comme pour ma part, par exemple, en Amérique latine, j'ai étudié des mouvements religieux, ou comme d'autres vont être étudiés comme Lévi-Strauss allait étudier en Amazonie les Bororo, par exemple, n'est-ce pas? Mais donc ce va-et-vient entre le cabinet, la bibliothèque et le terrain, la connaissance directe, n'est-ce pas, des lieux dont on parle. Alors Mathilde, maintenant tu as reçu 3 questions. Peut-être que vous avez d'autres questions encore à amener. Oui, surtout voici 3 n'hésitez questions. pas. Alors, nous devons donc conclure, oui. enfin nous avons 20 minutes encore devant nous, ce qui va bien. Bon, j'ai des questions, je vous en remercie beaucoup, puis alors, mais alors pas très facile, hein. Comment peut-on contrôler ou avoir un contrôle des choses ingérables, comme par exemple les déchets nucléaires? La deuxième. De même pour les firmes de médicaments, lorsqu'on sait pertinemment que l'argent est roi. Troisième question. Dans l'industrie, l'aviation ou le nucléaire, tout peut être prévisible ou rendu prévisible, mais à l'hôpital. Le sujet étant l'humain, il est par définition imprévisible. Alors, que pensez-vous d'une société, quatrième question, qui refuse tout risque, risque zéro, et de la publicité faite par la radio et la presse en général sur le moindre accident, surtout médical? N'existe-t-il pas un risque de désinformation et de panique du public? Je vais les prendre dans l'ordre. Est-ce que les déchets nucléaires sont ingérables? Il y a une question de géologie, c'est-à-dire effectivement le choix actuel est celui de l'enfouissement en couche profonde. On se base sur la connaissance des géologues pour dire que cette partie de la Terre dans laquelle on va enfouir ne va pas trop bouger. Alors, on est pour l'instant avec ce genre de choses. Ce n'est pas satisfaisant sur le contrôle. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est qu'un des professeurs dans le passé avec lequel j'avais travaillé appelle ça le never-ending management. Donc on doit prévoir des institutions, des installations qui vont aller au-delà de notre vie, au-delà de la vie de nos enfants, au-delà des générations. Et c'est ça qui est compliqué. Si on ne part pas avec l'idée qu'on construit, comme le Vatican, pour des générations, des siècles, alors on est foutu, ça c'est sûr. Alors comment une société actuellement peut décider d'un contrôle d'installation au-delà déjà de 50 ans, c'est déjà pas facile, mais tout l'effort doit porter là-dessus. Comment est-ce qu'on doit se prémunir de guerres civiles, de difficultés politiques, de renversements, que sais-je, de réallocation de pouvoir. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut dire, attention, on est face à des installations dont la durée de vie est incroyablement longue. En tout cas, on doit prévoir une durée de vie très longue. Pour ce qui est des géologues, les pauvres, ils sont mis à toutes les sauces pour ces déchets et ils font comme ils peuvent en disant bah là ça bougera pas trop d'après ce qu'on connaît des plaques. Les firmes de médicaments, ah ça c'est plus facile. L'argent est roi, certes, mais c'est terrible cette affaire du Mediator par exemple. Mais en même temps, normalement, on devrait tous, ça c'est mon souhait le plus cher, on devrait tous malgré tout, arriver à avoir des systèmes de surveillance, de check and balance qui permettent de pister ce genre de choses. Oui, oui, l'argent est roi, mais en même temps, ce sont des tels coûts de renommée, des tels coûts pour ce laboratoire, en l'occurrence Servier, que
personne va se laisser prendre une deuxième fois. Sans doute que le problème, c'est de passer par ces crises. En même temps, je vous dis ça et je pense tout de suite à Tchernobyl où on disait « Attention, ça c'est le fameux Big One, l'industrie nucléaire est morte ». Alors ça a quand même donné un sacré coup de frein. Et ça n'est que maintenant qu'il y a de nouveaux projets, y compris les États-Unis y pensent. Donc oui, on a des crises qui sont extrêmement violentes et qui font avancer les choses, notamment du point de vue de la surveillance. Je pense au sang contaminé, par exemple, qui a considérablement bouleversé le monde de la transfusion. Énormément. Aujourd'hui, quand vous êtes opéré, vous avez plus de risques de mourir parce qu'on ne vous a pas transfusé que du contraire. Hein. C'est-à-dire que c'est tellement... avoir un paquet de sang, il faut passer par tellement de procédures que les médecins préfèrent ne pas de transfuser. Donc moi, je ne sais pas. Les médicaments, je me dis, ça va dans le bon sens. Je suis moins pessimiste pour les médicaments que pour d'autres choses. Que pensez-vous d'une société qui refuse tout risque? Bon, alors, je ne sais pas si on refuse tout risque, au contraire. Il y a des risques qui nous paraissent absolument insurmontables. Dire des choses qu'on ne peut plus maintenant tolérer, de mourir à l'hôpital, une erreur médicale. Il y a des choses qui nous... Voilà, la mort d'un enfant, on sait très bien qu'il y a tout un degré, il y a certains degrés de choses qui ne passent pas. Est-ce qu'on prend moins de risques? Je ne suis pas certaine de ça. Est-ce que bon, il y a ceux dont on parle, puis il y a plein de choses dont on ne parle pas, et on n'est pas forcément informé. Donc la panique, est-ce qu'on panique vraiment? Alors, prenons l'exemple de la grippe H1N1. Qu'est-ce qu'il fallait faire là? Parce que là, le rapport va sortir. Là, moi, j'attends, je suis sur Internet quasiment tous les jours pour récupérer les rapports de l'OMS, puisqu'ils sont sévèrement condamnés. On a dépensé des millions pour des vaccins inutiles. Qu'est-ce qu'une autorité comme celle-ci aurait pu faire? Imaginez, et vous savez très bien ce que je vais vous dire, si ils n'avaient pas prévu les vaccins, alors, est-ce que c'est vrai qu'ils auraient mis dans la pandémie niveau 6 un lien direct avec le fait que les États devaient acheter au laboratoire? Ils dénoncent, ils disent non, on n'a jamais mis ça dans les procédures. Alors tous les États membres disent mais c'est pas vrai, vous nous avez fortement engagés à acheter des médicaments, à acheter des vaccins quand la pandémie niveau 6 est déclarée. Mais l'OMS se défend en disant pas du tout. S'il n'y avait pas eu de vaccin et on mourrait comme des mouches, on aurait eu un raz-de-marée de critiques. Je pense que c'était une affaire où ils perdaient de toute façon. Risque de type 1, risque de type 2. Risque de type 1, la population de la Suisse est rayée de la carte. Bah non, on ne va pas prendre ce risque, donc on achète des vaccins. Risque de type 2, on a gâché des ressources. Bah oui, ça c'est sûr. On a préféré assurer au maximum plutôt que d'être confronté à être sous l'emprise d'une critique. Mais bon... Moi, je ne sais pas si on prend pas beaucoup de risques parfois. Je ne sais pas. Je pense à un autre exemple. Le grand avion de Airbus, c'est un énorme avion de 580 places. Et des gens comme Lagadec, par exemple, ont écrit il y a très très longtemps qu'il ne fallait pas construire des monstres comme ça, parce que quand un monstre tombe, ça fait beaucoup de monde. Mais on continue quand même. Donc je ne sais pas, j'ai l'impression qu'au contraire, on s'accommode de certains risques à certains moments, puis ça change au cours des décennies. Pour ce qui est du nucléaire, c'est sûr que le nucléaire ne peut pas se permettre un deuxième Tchernobyl. Donc forcément, ils ont connu leur Tchernobyl et on peut penser qu'il y aura toujours le risque de type 1 qui sera celui de favorisé, enfin à exclure. Il y a d'autres industries, on n'est pas certain que ce soit le risque de type 1 qui soit à chaque fois celui contre lequel on souhaite se battre. Alors, dans l'industrie, l'aviation, le nucléaire, tout est prévisible ou rendu prévisible, mais pas à l'hôpital. Alors c'est vrai que l'hôpital ne pourra jamais pourra pas avoir des réponses de la même manière que celle du nucléaire ou de la chimie.
Mais néanmoins, il y a des tas de choses à l'hôpital qui sont tout à fait du même ordre. Je pense à la dispensation des médicaments, à toutes sortes dilutions et de problèmes de médicaments parce qu'on ne les met pas sous forme de doses uniques. Il y a des tas de choses énormes à l'hôpital qui sont en train de se faire sur un mode industriel, justement, en utilisant les bonnes pratiques. Maintenant, le conseil et la relation médecin-malade, elle sera toujours singulière. Ce n'est pas là que l'effort doit être porté. Ce qu'ils font actuellement, ce n'est pas ça. Ce qu'ils font, c'est toutes les affaires, on va dire, presque industrielles de leur fonctionnement, le sang, les produits, d'autres produits, les arrivées d'oxygène, enfin tout ce qui est du fonctionnement, on va dire, de l'infrastructure, de la logistique, tout ça est en train d'être révisé. Et c'est là-dessus qu'il y a des progrès qui peuvent être faits, puisque une des plus grosses sources de difficultés, c'est la dispensation de médicaments. Donc, mais parce que le malade aussi ne le prend pas ou met la poudre dans la plante verte, enfin il n'y a plus de plante verte, mais bref, est rétif, enfin. Donc il y a des marges de. L'hôpital n'est pas fait d'un seul bloc, il n'y a pas que des relations. Alors après on peut parler des procédures opposables, les procédures chirurgicales décrites comme étant les best practices, ce qu'on appelle evidence-based medicine, peut-être que vous en avez déjà entendu parler ici. Pour l'appendicite, on sait à peu près comment il faut s'y prendre. C'est peut-être mieux d'appliquer les mêmes procédures partout. Maintenant, pour certaines opérations qui sont de l'art encore, les médecins ils refusent cette idée qu'ils sont des opérateurs substituables complètement. La différence entre l'hôpital et l'aviation, elle est claire. Quand vous prenez une compagnie aérienne, quand vous faites opérer de la hanche ou autre, vous avez affaire à un chirurgien que vous essayez de connaître un tout petit peu quand même avant de vous laisser manipuler. Quand on rentre dans un avion, on ne sait pas qui est notre pilote. On n'a pas pris de renseignements. Donc la compagnie aérienne arrive à nous a bien persuadé que tous les pilotes sont substituables. Ils sont tous aussi bons les uns que les autres. Vous savez intimement que ce n'est pas vrai. En revanche, quand il s'agit de la santé, on ne vous vend pas l'histoire qu'ils sont tous substituables. Et donc, vous avez plutôt regardé tel chirurgien qu'on vous a recommandé et tout ça. Ça, c'est tout à fait différent et ça restera encore comme ça pendant de nombreuses années. Pas pour tout, puisque vous avez bien l'extraordinaire exemple des hôpitaux universitaires où, si vous arrivez aux urgences, ou même dans d'autres affaires peut-être plus minimes, vous avez affaire aux internes qui ne sont pas substituables non plus du tout, mais néanmoins, vous vous laissez faire parce que vous avez peut-être une certaine foi dans l'hôpital public universitaire et vous acceptez que là, il y a potentiellement des gens qui se forment sur votre corps. Mais quand on interroge ce que j'ai fait il y a 2 ans, les gens sur quelle connaissance avez-vous de justement ce système des internes, au sens, est-ce que vous savez que c'est quelqu'un qui fait la procédure pour la première fois? La réponse est non, généralement. Donc il y a une forme de voile pudique. On va à l'hôpital universitaire, on sait bien qu'il y a des gens qui s'y forment et qui ne sont peut-être pas au top de leurs compétences. Et en même temps, quand on ne veut pas le confronter, forcément. Alors, c'est pas qu'ils sont tous des mauvais internes, mais... Donc, l'hôpital, il y a des tas d'endroits où ils font des efforts énormes de prévisibilité, je dirais. Alors, est-ce que j'ai répondu? Je regarde. Oui, non? Peut-être. Dites-moi si j'ai peut-être pas été au bout de vos questionnements. Vous n'avez pas de micro, en fait. Non, il n'y a pas de circulation de micro dans Ah, d'accord. Mais je peux quand même vous entendre si vous aviez... Je suis tout à fait prête à m'approcher, si on a le temps. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une demande d'intervention supplémentaire? En tout cas, je crois qu'il faut en rester là, nous avons traité d'un thème qui est énormément d'actualité. Quand on parle du désir d'une société sans risque, ça ne vous faites pas d'illusions. La forme de société dans laquelle nous sommes est une société qui utilise des technologies à risque
Mais si Michel Serres, le philosophe, était là, il vous dirait aussi que le progrès technologique a permis de résoudre tout un ensemble de problèmes et d'ailleurs d'accélérer aussi l'évolution de l'humanité. Et sans elle, il y aurait eu des milliers, voire des millions de morts au cours de ce processus du fait de l'absence de technologie qu'il y avait dans les temps passés. Pensez simplement au problème des épidémies. On nous a grandement menacés avec cette épidémie, effectivement. On ne sait pas ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu cet avis de vaccin, mais les épidémies dans le passé, si vous êtes ceux qui ont un peu d'histoire ou ceux qui ont fait de l'histoire, savent bien que périodiquement, la population de nos pays était décimée par une série d'épidémies qui aujourd'hui n'ont pas disparu. La tuberculose ressurgit, etc., n'ont pas totalement disparu, mais sont contenues, n'est-ce pas? En tout cas, je crois qu'avec Madame Bourrier, nous sommes un peu sortis des chemins battus et entrés dans un domaine où peut-être étiez-vous justement étonné qu'il soit traité par un sociologue, mais c'est la tâche du sociologue que de reprendre des domaines de pointe comme la technologie pour les traiter comme des faits sociaux. Pour citer ce sociologue auquel tu faisais allusion, etc. tout à l'heure, c'est Émile Durkheim, sociologue français du début du XXe siècle. Et j'espère que vous avez apprécié ce survol, certainement trop rapide, ce survol, cet état de la question. Je dois dire que personnellement, je ne l'ai pas écouté sans un petit chouïa de crainte et qui me donnait un petit peu envie d'aller me réfugier dans ma caverne, loin de tous ces appareils énormes qui nous menacent, mais en même temps qui nous sauvent. Imaginez que nous n'aurions pas d'hôpitaux aujourd'hui, ou les hôpitaux qui existaient à l'époque de la guerre de 30 ans. Je crois que nous sommes plutôt contents d'avoir nos hôpitaux, quel que soit le risque qu'implique l'hôpital. En tout cas, un grand merci au professeur Bourrier et à la prochaine conférence.